Salut à tous, j'espère que vous allez bien, plus que 2 jours à attendre avant le prochain match. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'actu autour du club, on va parler de plein de choses, vous allez voir, c'est génial, on va se la kiffer. On va commencer par les joueurs du Barça qui ont l'air ravis de l'arrivée de Xavi à la tête de l'équipe et de sa méthode de travail. Le coach est arrivé donc début novembre et a pris en main une équipe au bout du rouleau et a commencé par faire un travail sur le moral de l'équipe. On a vu à l'entraînement les joueurs qui faisaient plein d'exercices de gamins de 8 ans là, dans une cour de récré. Beaucoup de monde se moquait un peu ou se posait des questions sur l'intérêt de ces entraînements. Mais quand vous arrivez dans une équipe qui a le moral dans les chaussettes, est-ce qu'il faut les épuiser de travail? Je sais pas si c'est la bonne idée. Xavi a commencé par afficher un peu ses ambitions, il a dit vouloir remettre le club à la place où il est censé être, tout ça. Ensuite il a mis en place plein de petits jeux pour ressouder un peu l'équipe et retrouver une cohésion et une bonne humeur. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais quand un coach doit faire comprendre ses idées, qui pour le coup sont assez précises et pas forcément faciles à comprendre, il a besoin que l'équipe soit réceptive. Toute l'équipe, pas juste deux gars comme ça. Et pour ça il faut que tous les joueurs rament dans la même direction. Si toute l'équipe est soudée, même si on a un gars sur le côté qui piche que dalle, personne ne le laissera de côté, il sera un peu soutenu par ses collègues et ils vont l'aider jusqu'à ce qu'ils comprennent. En tout cas, en théorie, sur le papier. Ensuite, Xavi a pu mettre en place donc des exercices de plus en plus compliqués. J'imagine qu'il a fait par étapes tout ça. Il a eu 2 semaines de trêve pour bosser comme il faut et maintenant on commence à en voir un peu les fruits. Rappelez-vous le match contre Alaves avant la trêve, c'était immonde, c'était dégueulasse, quasiment pas une seule action dans le jeu, on avait été dangereux que sur des coups de pied arrêtés de Pedrito, ce qui n'est clairement pas notre spécialité, pas besoin de vous le rappeler. On a fini par marquer en toute fin de match sur un but de Frenkie et au passage ça avait dû lui faire du bien vu le niveau qu'il a affiché contre Atlético. Après le match contre Alaves peut s'expliquer par une accumulation de matchs à l'extérieur et une équipe un peu à bout de force qui a enchaîné des prolongations, des éliminations en Supercoupe, en Coupe d'Espagne, tout ça, le moral était pas top. Mais il n'empêche que le match avait été peut-être un des pires depuis l'arrivée de Xavi et 2 semaines après on a vu peut-être le meilleur match depuis son arrivée, donc pas une coïncidence. Bref, certains joueurs ont loué un peu le coach, Pedrito il a dit que c'était un sentiment étrange pour lui quand il est arrivé dans le vestiaire et que Xavi, une de ses idoles, était là devant lui. Il a dit que Xavi est un coach qui a des idées très claires, il aide beaucoup les milieux de terrain car il a joué donc à cette position, on le sait, et c'est parfaitement ce qu'il attend d'eux. Il est très reconnaissant pour tout ce qu'il leur apporte. Martin Gottwaite aussi s'est exprimé, il a dit qu'il aurait aimé jouer avec Xavi à l'époque, que c'est un honneur de jouer pour lui. Il a dit que pour un attaquant, avoir un milieu de terrain comme lui derrière soi, c'est fantastique. Il peut vous donner des passes dont vous rêvez. Alors frérot, je me rappelle des caviars que t'as eu la saison dernière avec Messi ou Pedri, tu tirais en dehors du stade frérot, donc calme-toi. Il a aussi dit que Xavi a donné une idée très claire de la façon dont il veut qu'il joue, ils savent exactement quel système de jeu utiliser et comment l'équipe doit être positionnée, ce qui est pratique évidemment. Frenkie de Jong aussi est ravi, plus que ravi, il a dit que Xavi avait des idées très claires, qu'il voulait la possession et mettre en place un pressing intense, donc rien de nouveau sous le soleil. Il a dit que l'équipe s'améliore et qu'ils sont sur la bonne voie. Dernier joueur aussi qui a dit des petits mots doux concernant Xavi, c'est évidemment Nico Gonzalez. Le joueur se sent privilégié d'être entraîné par quelqu'un qui maîtrise si bien son poste. Il a dit que Xavi est spectaculaire en tant qu'entraîneur, que s'il te dit quelque chose, tu es toujours en train d'écouter. Attentif le gamin. Et détail que je trouve très intéressant, Xavi fait un suivi individuel avec des vidéos des joueurs et il analyse le jeu de chaque joueur et leur explique ce qu'ils doivent améliorer. Bon, je trouve ça normal d'un côté de faire ça, mais pour le coup c'est la preuve pour moi en tout cas que Xavi travaille bien et va dans la bonne direction. Après les gars, je tiens à passer une annonce, ceci est une annonce de tonton. Il ne faut pas s'enflammer, ne nous enflammons pas. La route est encore longue et on aura plus de réponses concernant le jeu de l'équipe après l'Espagnol ce week-end. Déjà si on gagne ce sera la première fois depuis très longtemps qu'on enchaîne 3 victoires d'affilée. Ensuite, on avait déjà vu l'équipe afficher un beau visage contre le Real, mais ça veut pas dire que le match d'après, on avait affiché la même chose. Il faut quand même être patient. On m'a fait remarquer que même contre l'Atlético, l'équipe avait baissé un peu en intensité, même avant le carton rouge, ce qui n'est pas faux. Donc on sait que l'équipe a tendance à, au bout de la 60e, commencer à baisser un peu en intensité, voilà. Ils ont pas trop encore le physique, ce qui est normal, et je pense qu'ils ne l'auront pas plus dans 1 ou 2 semaines, surtout avec les matchs qui vont s'enchaîner.
s'enchaîner. Donc après c'est normal, vu le travail que fournissent les joueurs sur le terrain, voilà, ils n'ont pas l'habitude de mettre du pressing intense comme ça fait bien longtemps qu'ils l'ont pas fait. Donc tout n'est pas devenu parfait du jour au lendemain. Pour le moment les joueurs ont du temps entre les matchs, mais à partir de ce week-end, comme je disais, ça va s'enchaîner et les joueurs vont devoir tenir le rythme. J'espère que Xavi mettra en place une rotation parce que certains pourront pas tenir la cadence. Et on peut être puni rapidos. N'oublions pas qu'on enchaîne après le derby, match aller contre Naples, Valence, match retour contre Naples et Bilbao à domicile. Donc costaud l'histoire, mais j'ai confiance en Xavi quand même. Mais attention à l'ascenseur émotionnel les gars quand même. Passons maintenant à notre Brésilien préféré, je parle évidemment de ce bon vieux Philippe Coutinho. Vous l'avez peut-être vu, le joueur démarre plutôt bien sa nouvelle aventure à Aston Villa. En 3 matchs, il a mis 2 buts et fait 2 passes décisives. C'est comme quoi, il est beaucoup plus à l'aise en Angleterre. En soi, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai un petit regret quand même quand je le voyais à Liverpool, le niveau qu'il avait et le niveau qu'il a eu au Barça, mais c'est comme ça. Pas tout le monde n'a les capacités de jouer au Barça, en tout cas d'être bon au Barça, de réussir. Ça veut pas dire que le joueur est mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'a pas su s'adapter au jeu, c'est comme ça. Je ne regrette pas son départ, il faut le vendre. Moi, je pense qu'il lui faut un jeu plus direct, c'est pour ça qu'il était peut-être meilleur aussi avec Valverde, qui sait. Bref, Aston Villa voudrait signer le joueur cet été, ils sont convaincus déjà en 3 matchs, mais apparemment ils voudraient négocier le prix parce qu'ils veulent pas mettre les 40 millions. Alors les gars, moi j'ai une question pour vous, une question peut-être un peu bête, mais pourquoi vous négociez une clause à 40 millions si vous voulez pas les mettre 2 semaines après? Vous êtes bizarre les gars. Steven Gerrard, lui, il est fan du joueur évidemment, il veut le garder et le joueur est pas contre rester. Par contre, le club ne pourrait pas forcément prendre en charge son salaire imposant, mais ça à la limite ils peuvent négocier avec le joueur, tout peut s'arranger. Bref, ils sont marrants, mais s'ils veulent négocier les 40 millions, il n'y a pas de souci frère. Parce que je pense clairement que si on négocie, il y aura des clubs comme par exemple Arsenal qui vont venir pour mettre peut-être plus que 40 millions. Apparemment, il y avait aussi Tottenham qui avait une option, un truc bizarre que j'avais pas trop compris, je savais même pas que ça pouvait exister, mais apparemment c'est le cas. Tottenham et Aston Villa ont une option à 40 millions. Donc comme vous voulez les gars, mais soit vous payez les 40, soit les enchères vont monter. Et c'est bon pour nous. Ça peut que être bon pour nous. À condition évidemment que le joueur continue sur sa lancée, bien sûr. Autre opération pour cet été, l'échange Adama Trincao. Bon, je trouve ça un peu rapide, hein. Adama n'a joué qu'un match et ça parle déjà de le signer, tout ça, mais en soi, je ne suis pas contre. S'il fait 6 mois comme il a joué contre l'Atlético, je prends direct. Le Barça avait acheté Trincao pour 31 millions à Braga, il me semble, mais ils avaient intégré Abel Ruiz en prêt, je crois, ce qui fait qu'on a pu enlever 8 millions, parce qu'il y avait une option d'achat, je crois, d'Abel Ruiz, un truc comme ça, option obligatoire, il me semble. Donc, on avait pu enlever 8 millions aux 31 millions. Ce qui veut dire qu'avec l'échange, voilà, on n'aurait rien à sortir de notre poche. Adama a un salaire très bas en plus, qui arrange forcément le club. Donc Wolverhampton serait ouvert à un échange entre les deux joueurs, vu que Trincao est devenu titulaire là-bas. Donc on verra comment se passe la fin de saison, mais si Adama prouve qu'il a le niveau, bah ça se fera à mon avis sans problème. On va finir par 2 dossiers mercato pour la saison prochaine, hein, des noms bien connus de tout le monde évidemment, puisqu'il s'agit de Christensen et d'Erling Haaland. Hein. On va commencer par le grand danois. Serge Fabregas a parlé de son ancien coéquipier à Chelsea sur Twitch. Il a dit que c'était un grand joueur et quand il est arrivé à Chelsea, voilà, le joueur s'entraînait avec l'équipe première et qu'il voyait déjà qu'il avait quelque chose en plus. Il a loué sa façon de lire et d'anticiper le jeu, mais il a dit qu'il doit être un peu plus vicieux sur le terrain, un peu plus roublard. Il a comparé un peu avec Eric Garcia. Il a dit que c'était des très bons joueurs, intelligents, mais qu'il leur manquait un peu ce côté petit roublard, quoi. Il a dit que Christensen avait une bonne sortie de balle, qu'il anticipe bien, qu'il est rapide, voilà, qu'il veut jouer dans un grand club et que vu qu'il est déjà dans un grand club, il pense que ce serait une excellente signature pour le Barça. Apparemment, le transfert serait en bonne voie, hein, la direction est déjà en contact avec le joueur, mais bon, rien n'est fait encore. Moi, je peux pas vous donner vraiment un avis clair sur le joueur, je l'ai pas énormément vu jouer, je veux dire, je l'ai vu jouer quelques fois, mais sans plus. Et de ce que j'ai vu, effectivement, il a l'air bon pour ressortir les ballons, ça a l'air d'être un défenseur assez calme, voilà. Je pense que ce serait une signature intéressante et qui pourrait très bien remplacer numériquement Piqué qui doit absolument partir en retraite à la fin de saison, s'il te plaît frérot, casse-toi. Bref, passons maintenant au géant norvégien. Comme vous le savez, le joueur est la priorité numéro 1 pour l'été prochain. L'option B était Vlahovic, mais avec son transfert à la Juve, c'est évidemment foutu. On a appris hier, mais c'est pas vraiment une nouveauté non plus, que le club aurait placé Isaac, buteur de la Sociedad, comme la nouvelle option B. Le club veut absolument un top attaquant pour la saison prochaine, et donc si on n'arrive pas à signer Haaland, on se dirigera vers Isaac. Bon.
Ok, Isaac est un joueur intéressant, hein, on peut pas dire le contraire. L'année dernière, il était très performant en Liga et je suis sûr qu'il pourrait faire de belles choses chez nous. Mais on a dit qu'on voulait signer un top attaquant, les gars. Je veux pas être méchant avec le joueur, mais passer d'Haaland à Isaac, c'est quand même bien différent. Donc je sais pas trop. Certains d'entre vous sont pas pour tout mettre l'argent sur Haaland et préfère investir sur plusieurs postes, ce que je comprends et ce que je valide aussi un peu. Mais si on passe à côté d'Haaland, d'un côté, je pense qu'on va le regretter. C'est peut-être le meilleur joueur de ces 15 prochaines années. Après, j'ai toujours un petit doute dans le coin de ma tête concernant son adaptation au jeu du Barça. Un grand doute même, mais vu ses qualités de finition, je me dis quand même qu'il peut de toute façon faire de grandes choses au club. Apparemment, le PSG serait aussi intéressé par le joueur, évidemment, vu que le Real va signer gratuitement Mbappé, évidemment le PSG pourra lui proposer un meilleur salaire. C'est un peu le seul atout qu'ils ont de toute façon, donc on le sait. Après, est-ce que Haaland a envie d'aller jouer en Ligue 1 contre Metz? Je ne sais pas. Voilà, autant aller jouer au Portugal, ou en Russie, ou même en Chine, à la limite. Le championnat chinois est intéressant, les gars. Bon, le PSG n'est pas là-bas, mais ouais, le championnat chinois, ou le championnat indien, tiens, le championnat en Inde. Ils ont pas mal d'argent aussi. Ils jouent pas la Ligue des Champions, frère, mais ils peuvent acheter des grands joueurs aussi. Donc voilà, à voir si Haaland choisit entre le championnat indien, le championnat russe, slovène, la Ligue 1 ou alors le Barça. Voilà, on verra. Je ne sais pas quoi vous dire, les gars, on verra. Haaland en tout cas a envie d'être la star de l'équipe et le joueur central un peu du projet, donc c'est l'avantage qu'on a, vu qu'on n'a pas de grosses stars comme Neymar par exemple. Mais ça aussi, ça me dérange un peu, je vous avoue. D'un côté, son arrivée centralisera un peu toute l'attention, donc ça pourra enlever un peu de pression à certains jeunes, même s'ils n'ont pas spécialement le problème avec ça visiblement, mais d'un autre côté ça pourra aussi faire de l'ombre à certains et les empêcher peut-être de progresser comme ils le devraient. C'est des données à prendre en compte aussi, mais comme je vous ai dit, est-ce qu'on peut se permettre de passer à côté de ce joueur? Je ne sais pas, il faut le tenter je pense, et si ça ne marche pas, écoutez, on le vendra le double et puis voilà, c'est réglé, on le vendra 222 millions au PSG. Je vais finir cette vidéo par vous donner mon avis sur le petit sondage que j'ai fait hier concernant le capitaine. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai demandé qui devrait être capitaine si tous les cadres n'étaient plus là. J'ai donné le choix entre Araujo, Ter Stegen, Garcia et Frenkie. Donc les deux qui sont ressortis, c'est Ter Stegen et Araujo, ce qui ne m'étonne pas vraiment. Ensuite on avait Frenkie et en dernière position Garcia. Donc je suis un peu déçu pour Garcia, les gars, parlez plus mal de Garcia, je l'ai déjà dit. Mais bon, c'est logique d'un côté, je comprends. Je comprends le choix Ter Stegen. Ok, c'est un ancien, du coup voilà, c'est un cadre de l'équipe. Mais pour moi, un gardien capitaine, ça me dérange un peu déjà. Voilà, je suis pas très fan. Je peux prendre l'exemple de Lloris par exemple en équipe de France. Moi j'étais pas fan. Voilà, le gars va pas discuter avec l'arbitre, t'es dans tes cages frérot, donc c'est pas évident. C'était du coup Pogba et Varane qui replaçaient les joueurs, voilà, les leaders un peu de l'équipe, t'es mieux placé. Donc voilà, bref, pour moi je mettrais évidemment Araujo en capitaine, je pense. Il a le caractère, voilà, et il est fait pour ça à mon avis, ça se voit direct sur un terrain. J'aurais pu dire aussi Garcia, comme j'ai dit, quasiment personne a voté pour lui, mais pour moi c'est un futur capitaine ce gars, clairement. Le problème pour le moment c'est que évidemment il est pas titulaire, donc forcément il peut pas être capitaine si... D'ailleurs j'en ferai une petite vidéo je pense de ça sur les capitaines, voilà, les trucs comme ça, Busquets et tout ça. Bref, si tu joues jamais frère, tu peux pas être capitaine, c'est compliqué. Normalement le capitaine c'est le titulaire indiscutable on va dire. Mais pour moi il remplit quand même les mêmes critères qu'Araujo en termes de personnalité et d'attitude. Ensuite on a mon petit Frenkie. Pour moi Frenkie il a pas vraiment une âme de leader sur le terrain, pas une âme de capitaine. C'est un gars assez discret, tu le vois jamais hausser le ton et tu le vois jamais un peu rebooster ses coéquipiers sur le terrain, ça il est plutôt assez discret voilà. Mais je me posais justement la question, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de le mettre capitaine justement pour lui faire prendre un peu plus de responsabilité dans l'équipe? Si je dis pas de bêtises, Cruyff l'avait fait à l'Ajax avec Rijkaard. Peut-être que Rijkaard était déjà capitaine, mais en tout cas il avait poussé le joueur à prendre plus de responsabilités. Rijkaard c'était un joueur assez discret sur le terrain, donc un peu comme Frenkie au final, et Cruyff voulait le pousser à ce qu'il devienne vraiment le leader, vraiment qu'il l'ouvre tous les 2 secondes, voilà. Le problème c'est qu'il a tellement poussé à bout le joueur qu'il n'en pouvait plus le gars, et qu'il est parti jouer au Milan AC, la saison d'après je crois. Mais Cruyff il était comme ça, il faisait pas les choses à moitié le gars, et quand il pensait que ça pouvait apporter à l'équipe, il le faisait à fond. Il pensait que Rijkaard pouvait être un grand leader, un chef sur le terrain, il a poussé à bout pour qu'il le devienne, malheureusement ça n'a pas marché avec lui.
mais ça a marché avec d'autres. Donc concernant Frenkie, bon voilà, ça peut être petit ou double. Soit il supporte pas la pression du brassard, soit il s'investit encore plus et s'affirme comme le leader de la prochaine génération. À voir, réponse dans les prochaines années, j'ai envie de dire, parce que bon, désolé les gars, Busquets n'est pas prêt de partir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour l'avant-match du derby. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée les amis. Ciao.